Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Ilhane. Ilhane, tu es artiste, enseignante en lettering. Pour ceux qui ne connaissent pas le lettering, c'est l'art de dessiner des lettres. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller visiter le site letteringcreative.com ou son Instagram qui est très bien fait. J'ai passé ma soirée d'hier à regarder, j'adore ce que tu fais. Et donc nous mettrons toutes les infos en commentaire. Bonjour Ilhane, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Laurence, merci à toi de m'avoir invitée surtout. On va commencer par une petite présentation, enfin une petite ou une grande, de ton parcours si tu veux bien. Parler de toi et on va commencer par le parcours et après on viendra peut-être au fait de comment t'es venue l'idée de comment tu as découvert le lettering. En tout cas, c'est aussi une partie qui m'intéresse et qui peut intéresser du monde, je pense. Ok, ça marche. Bon, je vais essayer de pas faire trop long quand même parce que j'ai fait pas mal de choses. Mais en gros, si je résume mon parcours, au départ, j'ai pas du tout une formation artiste. J'ai fait une école de commerce. Donc moi, j'ai fait prépa HEC et une école de commerce qui était spécialisée plutôt en informatique, ce qu'on appelle système d'information pour ceux qui connaissent un peu. Et donc, moi, j'ai eu plutôt un début de carrière, on va dire, assez lisse dans le sens où j'ai fait mon école de commerce, mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée tout de suite et donc j'ai commencé chef de projet plutôt dans des grands groupes. Je suis passée un petit peu par le consulting, mais vraiment des projets autour de la production informatique, des logiciels, des processus, pas mal axé qualité aussi. Et ça, c'était jusqu'en 2018. Et c'est en 2018 que tout a basculé. Alors, évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a eu des réflexions avant. J'avais fait un bilan de compétences. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à côté de mon travail, j'étais le genre de personne qui a mis l'activité à côté de son travail. Donc, parfois on parle de side projects, mais moi, c'était même pas ça. C'était vraiment des loisirs, on va dire. Et donc, c'était en 2017 où j'ai fait un bilan de compétences et en 2018, je posais un congé sabbatique pour me lancer en tant que photographe. Donc, encore aucun rapport avec le lettering, mais ça commençait à devenir un peu artistique quand même. Donc, on sent quand même venir quelque chose artistique et visuel, on va dire. Et puis, c'est après que le lettering est apparu, on va dire, plutôt avec le blog. Tout à l'heure, tu parlais de mon blog Lettering Créatif. Et je dirais que c'est ça le point de départ, en réalité, de toute l'aventure. Ah, j'ai une question qui m'est repartie. Oui, parce que j'ai un autre épisode qui va parler du sujet de la reconversion et des bilans de compétences. Ah oui. Parce que je suis aussi passée par là. Et comme j'ai eu aussi une appréhension au niveau des bilans de compétences, je voulais savoir quelle avait été ta conclusion de ton bilan. Parce que des fois, les gens sont quand même déçus du bilan et moi, c'est pas le cas parce que du coup, ce qui en est ressorti, c'est que j'avais joué trop la sécurité et que j'avais étouffé mon côté artistique un petit peu aussi. Donc, c'est ce qui en est ressorti de toi ou pas? Oui. Alors, si tu veux, ouais, je peux pas mal en parler parce que j'en ai fait deux très différents. Donc, j'avais fait un bilan de compétences au sein de ma boîte. Donc ça, c'est un bilan de compétences interne. Et ça, c'est souvent très axé RH. Et puis, alors bon, j'imagine qu'en plus, quand ils sont de ta boîte, c'est quand même un peu différent que de passer par un organisme externe. Ils vont pas te dire, allez-y, faites du lettering. Oui, là, c'était quand même plus pour, je pense, changer en interne en réalité. Mais c'était quand même intéressant parce que ça met un premier pas dans la réflexion sur soi-même, voir un peu son parcours, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc ça reste quand même des questions assez génériques. Il n'y a pas d'a priori quand il te pose ces questions parce qu'il laisse assez ouvert effectivement. À l'époque, j'étais dans un grand groupe d'assurance et évidemment, on pouvait parler des compétences autres que dans l'assurance ou dans l'informatique, ce qui était mon cas. Par contre, le deuxième que j'ai fait, c'était par un organisme qui s'appelle Switch Collective. Et là, qui est beaucoup plus axé aussi, je pense, développement personnel. Donc ça m'a vraiment mis le pied aussi sur le développement personnel et mieux se connaître.
Et aussi, c'est un bilan de compétences qui est fait en collectif. Donc, on est un groupe, je crois qu'on était une vingtaine, et ce qui fait qu'on peut aussi discuter et échanger par petits groupes, soit de binômes, soit c'était par groupe 2, 3, 4. Et il y avait aussi, suite à ça, un vrai... c'est-à-dire, tu fais pas juste ton bilan de compétences et après on te lâche dans la nature et débrouille-toi avec ce bilan. Il y avait vraiment une volonté derrière de passage à l'action. Donc, à la fin de Switch Collective, normalement, tu es censé avoir trouvé des pistes et les mettre en œuvre. Donc, un vrai plan d'action, un peu en mode coaching, tu vois, voilà. Mais je pense que maintenant, les bilans de compétences sont quand même axés de cette façon-là, parce que ça sert à rien, en fait, de laisser quelqu'un avec le bilan, on a l'impression que c'est quelque chose de statique, alors que justement, quand on veut changer, on a besoin dans une dynamique et de tester des choses, de peut-être de faire des erreurs, parce que ce qui fait peur, c'est l'image qu'on se fait d'un métier. Donc, si on le teste pas ou si on n'a pas, je sais pas, interviewé quelqu'un qui exerce ce métier, on peut juste se faire des idées et se dire, se faire des idées fausses et du coup ne pas oser y aller, tout simplement. Et moi, j'en ai passé qu'un, mais c'était plus comme ton deuxième, sauf que c'était individuel, c'était pas un groupe. Mais ça m'a fait poser des questions que je ne m'autorisais pas à me poser peut-être depuis plusieurs années. Et ça m'a fait quand même ouvrir les yeux. Mais c'est vrai que j'ai discuté avec des personnes qui, alors je sais pas dans quelles conditions c'était, mais te disaient souvent, la conclusion de mon bilan, c'est que je suis faite pour ce que je fais en fait. Et du coup, les personnes étaient déçues. Ouais, un petit peu. Et en fait, moi, j'ai choisi de le faire avec Maria, qui est hypnothérapeute, justement parce que je savais que elle avait eu un parcours atypique et qu'elle me donnerait peut-être des réponses que un organisme de formation peut-être classique m'aurait pas donné, ou des choses comme ça. Ah oui, c'est intéressant ça, le côté atypique. Effectivement, il faut, je pense, pas faire un bilan de compétences avec un organisme qui est déjà trop dans les clous. Si nous on sent qu'on veut aller vers quelque chose qui est justement pas comme tout le monde, entre guillemets. C'est ça. Parce que moi j'avais aussi été voir l'APEC ou des choses comme ça, j'avais fait des ateliers. Mais effectivement, comme tu dis, quand j'ai commencé à leur parler, parce qu'après on va en parler un peu sur la suite de mon parcours et le lettering, moi j'aurais commencé à leur parler par exemple des infopreneurs, des formations en ligne, des choses comme ça, mais laisse tomber, ils connaissent juste pas. Pareil, les réseaux sociaux pour se faire connaître, ils connaissent pas, donc ils sont très vieille école aussi. Et du coup, le lettering, t'as découvert ça comment? T'étais déjà, je sais pas, attirée par la calligraphie ou quelque chose? Ouais, alors, en fait, c'est assez récent comme centre d'intérêt pour moi, le lettering. Je dirais que je date ça à peu près de, justement, avant de poser mon congé sabbatique, peut-être 2017. Moi, j'ai commencé avec le bullet journal, donc plutôt un outil de développement personnel, justement. Donc, j'étais là-dedans. Alors, moi, je suis très carnet, par contre. Donc, depuis toujours, j'écris dans des carnets, j'en remplis. C'est affolant, même. Et le bullet journal, c'est un outil qui m'a énormément parlé. Et en réalité, au départ, c'est un outil de pure organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas normalement de décoration et de lettering dedans. Mais quand les gens se sont appropriés cette méthode, je sais pas d'ailleurs comment ça s'est fait, mais ils ont intégré assez naturellement du dessin, du lettering, des choses jolies et tout. Et c'est l'image qu'on s'en fait, en fait. Ouais, j'ai essayé. Oui, je me suis mise avant la naissance de mes filles, bien sûr, parce que maintenant, je n'ai plus le temps de le remplir. Mais ce que j'en avais ressorti aussi, c'est qu'il y avait la page de garde. Tous les mois, je me faisais ma petite page avec mon petit dessin, mes petites lettres et tout, en janvier, février. Et c'est vrai que ça faisait partie du jeu aussi. C'est souvent pas comme ça qu'on en entend parler ou qu'on le voit, surtout si on s'intéresse au dessin, à la papeterie, aux stickers, enfin ce genre d'univers. Mais c'est pas ça en fait le cœur de la méthode bullet journal, qui est elle plus justement bullet journal, ça vient un peu de bullet point, c'est des listes, c'est pas fun du tout en fait un bullet journal. Et ça a été complètement transformé. C'est-à-dire que si tu tapes bullet journal, comment faire un bullet journal, tu vas tomber sur des images Instagram, Pinterest, des trucs hyper jolis. Moi, je fais un mixte des deux, du coup. Mais tout ça pour dire que c'est comme ça que je suis rentrée dans le lettering, parce que j'étais pas plus attirée que ça, je pense, par la calligraphie en réalité, ou par la typographie. Donc c'est vraiment par le bullet. Et en fait, après, quand j'ai pris mon congé sabbatique, et que je suis partie en tant que photographe, en fait, au bout de à peine 2 mois, je savais que c'était pas ça en fait que je voulais faire, que la photo c'était trop une passion et que j'en avais déjà fait beaucoup, j'avais déjà fait des expos et tout, et en fait je commençais à connaître le milieu de la photo et je me disais non, je me suis fait des illusions, c'est pas ça que je veux faire. Et moi j'ai aussi un attrait très fort pour la création et la nouveauté, et le lettering pour moi c'était nouveau et c'était plus facile pour moi finalement, ça paraît contre-intuitif, mais de me lancer dans quelque chose de nouveau
que dans un truc que je connaissais trop bien et sur lequel j'avais justement des a priori sur les difficultés de se lancer en tant que photographe parce qu'il y a beaucoup de concurrence et tout. Le lettering, je vais te dire, j'ai eu champ libre, c'est-à-dire qu'il y avait encore très peu. Là, je te parle d'il y a 4 ans, tu vois, mais même aujourd'hui, les gens connaissent pas tant que ça. Par contre, je vois quand même de plus en plus de monde se lancer dans ce secteur. Bah, c'est aussi parce que je le connais mieux que je vois du monde dedans, hein, mais voilà. Donc, j'ai vraiment commencé par me former en autodidacte, hein, comme le nom de ton podcast. Et où tu trouves les formations, justement? Ouais, mais on trouve quand même, c'est sur YouTube, sur Instagram, et même juste en recopiant. Alors, on trouve beaucoup de choses dans le monde anglophone, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai vraiment pris le pas de me lancer en francophonie alors que je parle anglais, hein, donc je pourrais lancer des formations en anglais. Et j'ai déjà formé d'ailleurs en lettering dans diverses circonstances en langue anglaise. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est parce que je vois qu'il manque des choses en français, et encore plus, je te dis, en 2018-2019, parce que je te dis maintenant il en existe, des formations en français. Là, il n'y avait rien, mais rien. Formation en ligne en français, j'ai pas trouvé. D'accord. Alors un peu au Québec, mais vraiment ça restait très très anecdotique. Donc moi j'ai commencé par le blog, j'ai fait une formation sur le blogging. En fait, je me suis pas lancée comme ça sur un blog, c'est vraiment j'ai suivi un pas à pas. Je sais pas si j'ai le droit de citer trop des noms ou quoi, si ça te gêne. C'est comme tu veux. Donc moi c'était la formation d'Olivier Roland, oui, blogueur pro, et donc ça c'était en 2018, ouais. Et donc j'ai vraiment suivi là comme une bonne élève. J'ai lancé le blog, j'ai lancé tout ce qu'il fallait lancer. J'ai capturé des emails. Enfin vraiment c'est vraiment la technique de base des infopreneurs. Et puis jusqu'à lancer mon premier webinaire, hein, donc atelier en ligne en 2019, fin 2019. Donc cric-crac hein, quand même au bout d'un an. Mais ouais, j'ai eu du mal à trouver le bon rythme. Mais une fois que mes formations en ligne étaient lancées, après j'ai déroulé. Et oui, on me demande souvent est-ce que c'est à plein temps. Oui, je suis à plein temps sur le lettering depuis 2018. Et donc tu proposes des formations en ligne qui sont enregistrées, et tu fais aussi des formations en présentiel, c'est ça? J'ai vu que tu avais des petits groupes, des choses comme ça. Tu fais toujours ça aussi? Oui, je le fais toujours, oui. Alors il se trouve que comme j'ai déménagé, je suis plus dans la même zone géographique. Donc j'étais à Paris, maintenant je suis en Mayenne. Donc j'ai pas encore réussi à reconstruire mon écosystème en présentiel en Mayenne. D'accord. Donc des fois je reviens à Paris faire des ateliers. Ok. Mais je remets en place petit à petit. Je cherche des lieux. Il faut que je me fasse connaître ici en local. Et à côté donc des ateliers, donc en ligne en présentiel, je travaille aussi pour des entreprises. Donc je voudrais aussi redévelopper ça en Mayenne. Travailler pour des entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit ça peut être dans l'événementiel, ça peut être faire comme là en ce moment, j'écris des cartes de vœux pour une entreprise, voilà, qui veulent à la main. Hein, donc c'est vraiment là, je parle que du fait main. Hein, donc, oui. Et j'ai vu que tu avais un kit aussi avec. Ouais, j'ai sorti un kit de feutres avec le site beaux-arts.fr. Donc en fait, ouais, il y a plein de choses. Les choses se font petit à petit, grâce à Instagram essentiellement, grâce à mon blog, où les gens commencent à me connaître maintenant et les marques me contactent. Ça peut être aussi des marques de beaux-arts qui me contactent pour que je teste leurs feutres, pour faire du contenu. J'ai fait des vidéos, par exemple, pour Ogier et Play, pour Faber-Castell, voilà. Donc je travaille avec plein de marques. Et tu écris sur les murs. Et j'écris sur les murs aussi, depuis pas si longtemps, mais ouais, il y a aussi ça. En fait, le lettering peut s'inviter partout. Ça peut être en décoration d'intérieur, ça peut être sur les murs. J'essaie de sortir justement des carnets papier maintenant. Donc, en gros, tu me passes un objet, je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dessus en lettering. Et c'est très amusant, c'est très fun vraiment. Et ça permet aussi de faire passer des messages, parce que le lettering, c'est écrire des lettres, donc des mots, des phrases. Des citations. C'est un petit côté, c'est un petit côté, je trouve pas le mot, enfin oui, faire passer des messages, donc oui, un petit côté engagé, voilà, engagé c'est ça. Aussi. Ouais, on peut défendre des causes en fait avec le lettering. Tu peux dire que t'as quand même trouvé une belle évolution sur quelque chose qui, au départ, quand ça a commencé, tu te disais que ça, enfin, je sais pas si on peut se dire ça, mais tu sentais que c'était le bon truc, parce que la photographie, par exemple, au bout de 2 mois, tu t'as su que c'était pas ça. Est-ce que le lettering, tu sentais qu'il y avait autant de possibilités, peut-être, parce que là, c'est quand même super vague. Est-ce que tu imaginais, par exemple, je sais pas moi, détourner justement ça avec écrire sur les murs, comme je dis? Non, j'imaginais pas ça. Franchement, non. Je pense que ce qui m'a fait tenir sur le long terme par rapport à la photo, c'est, comme je te disais,
la découverte, le fait que ce soit nouveau, etc., qu'il y avait tout à construire. Je pense que j'ai un vrai attrait pour la nouveauté et construire quelque chose. Et puis j'étais vraiment partie sur l'idée du blogging et des formations en ligne au début, parce que j'étais aussi attirée par le fait d'un job qu'on peut faire de partout. Tu vois, là par exemple, je suis quand même passée de Paris à la Mayenne, donc ça prouve que voilà. Donc un job qu'on peut faire de partout et qui peut toucher beaucoup de monde, parce que l'avantage des formations en ligne par rapport au présentiel, où en général j'ai 8-10 personnes maximum, c'est qu'une formation en ligne, je peux avoir 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, enfin il n'y a pas de limite en fait. Donc j'étais assez séduite par le fait que je pouvais accompagner autant de monde. Enfin c'est chouette quand même, j'ai des élèves en Belgique, en Suisse, enfin c'est un peu incroyable. Si tu fais encore du présentiel, c'est que tu as quand même besoin du contact. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et puis en réalité, le présentiel nourrit le en ligne, parce que grâce au présentiel, je vois ce que font les élèves, je vois les difficultés, et du coup, je peux transmettre ça en ligne. Si je faisais pas de présentiel, ce serait assez compliqué, parce que les gens me disent mais comment tu fais, par exemple, pour corriger le geste, la posture? Ben en fait, c'est grâce à mes élèves en présentiel, comme je vois des schémas répétitifs. Et ben je dis ah ben voilà, vous arrivez pas à faire telle forme, ben je sais pourquoi en fait. J'ai même pas besoin de voir la personne, c'est un truc de fou. C'est assez fun d'ailleurs à observer. Et en fait, j'ai un fort attrait aussi pour la pédagogie. Donc je suis tout le temps en train de décortiquer. Quand je regarde quelqu'un apprendre quelque chose, je suis tout le temps en train de décortiquer. C'est un truc de dingue. Dans n'importe quel domaine. Là, en ce moment, je me suis remise à la musique, en particulier avec ma fille qui a 7 ans. Mais je suis trop en train de l'analyser, c'est incroyable. Et pareil, elle a 7 ans, elle vient de se mettre au lettering, et en plus elle est gauchère. Donc je suis en train, oh ouais, les gauchers ils écrivent comme ça et tout. C'est passionnant, j'adore. Tu vis aujourd'hui ta passion. Est-ce que tu peux nous dire si tu as rencontré éventuellement des difficultés, parce que tu avais quand même un parcours, tu as dit lisse tout à l'heure, j'aurais dit un parcours classique, une bonne situation comme on dit. Et quelle a été la réaction de ton entourage ou de tes proches quand tu leur as fait part de ton envie de te lancer dans cette aventure en fait? T'as eu du soutien, t'as eu des questionnements, t'as eu un peu de tout? Ben, un peu de tout. Alors dans l'environnement, c'est assez simple. Tu vas avoir l'environnement très proche, donc mon mari, on va dire, mes parents, mes frères et sœurs, et puis après, t'as les amis, enfin, et puis la famille plus éloignée, etc. Bon, par rapport à mon mari, aucun souci, vraiment du soutien sans faille. Enfin, c'est génial, même encore aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors moi, je suis une pipelette quand on parle d'entrepreneuriat, donc le pauvre, il doit quand même écouter tout ça, alors que lui-même... Il est pas du tout entrepreneur? D'accord. Non, il est chef de projet. Après, bon, il commence à envisager la chose, donc on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas quand j'ai commencé, voilà, on était tous les deux salariés dans des grands groupes tous les deux. Enfin, lui était consultant, moi j'étais dans un grand groupe. Je travaillais à la Poste d'ailleurs, c'est assez drôle quand je me dis ça. La Poste, c'est quand même écrire. Enfin, le courrier est un peu en crise, mais n'empêche que la Poste, il y a de ce côté, j'écris. Mais bon, c'est une autre affaire. Donc voilà. Après, par rapport plus à mes parents, frères et sœurs, je pense que je leur en ai pas tant parlé que ça. C'est-à-dire qu'ils savaient que je posais un congé sabbatique. Ils suivaient ça un peu de loin. Je pense qu'ils avaient un peu peur pour moi, mais que la façon dont je leur présentais les choses, c'était bah oui, il faut bien tester. Et puis comme je suis en congé sabbatique, au pire je reviens, et voilà. Et finalement, c'est très entendable. C'est-à-dire, il y en a qui prennent des congés sabbatiques pour partir en voyage 1 an. Bah moi, c'était pour tester l'entrepreneuriat. Moi, pour ma part, j'ai démissionné. Je sais pas pourquoi j'ai pas non mais je pense que c'est pour répondre plus à ta question de la réaction de l'entourage. Tu vois, s'ils me soutenaient ou pas. Bon, je pense que je m'attendais pas à un soutien particulièrement. T'en avais peut-être pas besoin non plus. Je pense que j'en avais pas besoin. C'est aussi le fait de se lancer entre guillemets sur le tard, parce que quand j'étais plus jeune, voilà, autour de 18-20 ans, là j'avais vraiment besoin de l'approbation familiale. Ce qui 20 ans plus tard, 20-30 ans plus tard, n'est plus le cas en fait. Enfin, j'avais déjà construit ma vie, j'avais déjà acheté mon appart, j'avais une famille, une petite fille, un mari. Enfin, quelque part, je cochais déjà les cases pour eux. Enfin, je pense que il y a un moment aussi où les parents lâchent un peu prise. Bon, je pense que ça dépend des parents quand même, mais on va dire que dans ma famille, ils me font assez confiance, parce que j'ai plutôt fait j'ai eu des prises de décision assez sages dans ma vie, donc je pense pas qu'ils se disent oh, qu'est-ce qui lui prend, elle pète un câble. Je pense que j'ai pas cette image-là dans la famille. Donc voilà, je pense qu'ils avaient confiance, ils avaient peur, mais ils me le disaient pas trop. Je
pense qu'ils ont encore peur d'ailleurs en fait aujourd'hui. Mais voilà, tant qu'ils me le disent pas, ça va. Et les amis du coup? Et les amis, les amis, eux, je pense ils étaient pas étonnés. Alors mes amis connaissent assez bien, mais connaissaient déjà mes loisirs créatifs et savaient que j'étais un peu artiste dans l'âme et que c'était plutôt parce que j'osais pas de me lancer que j'étais pas dans ce milieu-là, mais que je pense que ça les a pas tant étonnés que ça. Et alors pareil, le soutien, je cherchais pas trop le soutien non plus de mes amis. Je pense que j'essaye de me remémorer des discours que j'entendais. Finalement, c'est comme mes parents. Je pense qu'ils avaient peur, ils y croyaient pas trop quand même, parce que c'est quand même curieux le lettering. Déjà, les gens ils voyaient pas du tout ce que c'était. Même si je disais calligraphie, je pense que même moi, en fait, aujourd'hui, quelqu'un me dirait, je me lance là-dedans, je dirais ah bon, mais c'est curieux. Donc, je pense qu'il faut, en fait, c'est pas tant le domaine, mais la personne, en fait. C'est-à-dire que il y a des personnes, on a l'impression, ils pourraient se lancer un peu dans n'importe quoi. Ils y arriveraient parce qu'il y a une forme de je sais pas, de persévérance, de confiance, de stabilité. On sait qu'ils s'en sortiront toujours. Et je pense que j'étais devenue ce type de personne. Je me disais, c'est pas grave. Et puis, au pire, je reviens dans mon ancien job. Je pense que je me raccrochais aussi à ça quand même. Je me disais, Oui, il y avait un petit peu la solution de secours, entre guillemets, même si j'imagine que si on devait te dire maintenant, tu retournes dans ton ancien job. Non, mais là, tu en es en 2023 quand même. C'est quand même... Ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que c'était hier, mais concrètement... Et est-ce que tu as eu des phases quand même, parce que moi, je suis en plein début là de lancement de boîte et tout. Oui. Est-ce que tu as eu des phases donc de peur, de manque de confiance, de syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, de légitimité, tout ça et même encore maintenant. Maintenant. En fait, j'ai appris à vivre avec. En fait, au début, j'avais pas encore trop peur parce que tout est à construire, on sait pas trop. Il y a un peu le côté ado fou qui se lance. Enfin, j'exagère, hein, à 40 ans, voilà, on n'est plus comme ça, mais il y a quand même je te dis, l'attrait de la nouveauté, le fait que j'avais quand même du temps devant moi parce que j'avais pas mal d'économies, donc je me disais, voilà, je me donne, souvent on se dit, c'est drôle d'ailleurs, on se dit, je me donne un an. En réalité, j'ai pas envie de casser les rêves des gens, mais il faut plus qu'un an. Hein. Au bout d'un an, j'étais nulle part, hein, encore. Heureusement, j'avais des économies, du soutien par ailleurs, enfin voilà, mais non, au bout d'un an, j'étais nulle part, donc si vous pouvez avoir un peu plus de temps que ça... Bon, après, il y en a qui vont y arriver avant. Enfin, il n'y a pas de règles. Hein. En termes de temporalité, je dis, vous donnez pas trop de règles temporelles parce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché au bout d'un an que ça va pas marcher après. Donc, non, la persévérance, c'est une qualité hein, quand on est entrepreneur. Malgré tout, j'avais des bons signaux, c'est-à-dire que quand je dis au bout d'un an, j'étais nulle part, j'exagère évidemment, j'avais déjà commencé à donner des ateliers, je voyais que ça me plaisait, j'avais construit une communauté, je savais que j'allais bientôt lancer ma formation en ligne, donc voilà, j'étais pas nulle part, mais j'étais pas aussi loin que ce que je voulais, et aujourd'hui je suis pas aussi loin que ce que je veux. Mais maintenant j'ai compris ça, c'est pas grave. En fait, peut-être que je suis au bout de 4 ans là où je voulais être au bout d'un an, mais dans 10 ans je dirais je suis encore pas là où je veux, alors que je suis là où peut-être j'aurais envie. Là où je m'en mêle un peu, mais tu vois, aujourd'hui je me dis je veux ça, mais en fait je sais que quand je l'aurai, je voudrais encore autre chose. Donc est-ce que c'est pas grave, les étapes nécessaires par lesquelles il faut passer de toute façon? C'est ça. Et après tu revois toujours tes objectifs différemment, tu les réévalues, et c'est comme ça qu'on avance aussi. Sinon, tu stagnerais. Après, peut-être le seul risque que je vois à être trop persévérant si on l'est dans une mauvaise direction, c'est de se mettre en danger. Donc moi, j'ai toujours fait de telle sorte que je voyais toujours que, ok, soit j'avais assez d'économies, soit j'avais assez de trésorerie, soit je savais que je pouvais lancer un nouveau produit et avoir de l'argent qui rentre. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une porte de sortie ou quelque chose de concret. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut avoir quelque chose de concret. Il faut pas se retrouver à un moment où zut, j'ai tout essayé, j'ai plus d'idées, ou j'ai plus d'envie. Il y a ça aussi qui peut s'éteindre, je pense. Moi, j'ai des amis qui, dans leur parcours entrepreneurial, sont des réussites, on va dire, je sais pas, financières ou d'entreprise, mais soudain ont eu une sorte de, je sais pas, de doute existentiel, ou se sont dit ah oui, mais et après, et voilà, il y a quand même, quel que soit le palier, on peut se retrouver devant ce truc-là de
doute. C'est pas juste se mettre à l'abri financièrement ou avoir une routine d'entreprise, c'est pas ça. C'est vraiment à chaque fois se reposer les bonnes questions. Est-ce que j'ai toujours du sens dans ce que je fais? Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Est-ce que je me suis pas fait happer par autre chose? Parce que ça, c'est un gros risque aussi, hein. Se laisser happer par le quotidien, les clients, et soudain se dire, ah, mais en fait, je me suis trompée de direction. Enfin, je suis arrivée à un endroit, mais c'était pas là où je voulais être. Donc, je pense que très régulièrement se reposer la question de est-ce que j'aime mes journées, où est-ce que je veux aller. On parle souvent de la vision. Moi, j'y crois beaucoup. Il faut avoir une vision parce que, enfin, on arrive sans, mais il faut au moins se donner les moyens de la construire, disons. Pas se dire, ça y est, c'est la vision, elle est écrite dans le marbre et ça bougera plus. Mais avoir un cap. Oui, c'est peut-être plus un cap qu'une vision, genre la destination finale. C'est plutôt, ok, je suis là où je veux être ou pas, ou je suis en train de dévier de mon cap. Je suis en train, je sais pas moi, de transgresser mes valeurs parce que ceci ou parce que cela. Non, faut quand même se reposer les bonnes questions à chaque moment, quoi, ou je sais pas, tous les 3 mois ou tous les ans, enfin quelque chose comme ça. Et du coup, c'était quoi tes tips quand tu manquais de confiance ou des choses comme ça? T'avais des... Ah oui, moi mon tips c'est être bien entouré. Donc oui, j'en ai pas parlé. Je fais aussi partie de réseaux d'entrepreneurs. Je me sens jamais seule. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Moi, je l'ai jamais connue. Je peux vraiment le dire parce que j'ai toujours su m'entourer. Je suis quelqu'un qui se nourrit des rencontres. D'ailleurs, c'était mon mot 2022. Cette année, j'ai changé, mais ouais, les rencontres, ça m'a toujours reboosté. Je réfléchis si j'ai d'autres tips. Se reconnecter à sa vision, donc à son pourquoi, se dire ok, aujourd'hui ça va pas, mais je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi j'ai fait ces choix. Donc il y a ça. Accepter la peur, accepter, en fait, se dire aussi que un état n'est jamais constant. C'est-à-dire que peut-être il y a un jour on est un peu dans le down, on n'est pas bien, faire confiance qu'en fait le lendemain ça ira mieux et que les états de doute ne sont pas permanents. Donc il y a un moment on va avoir un doute, après ça va aller mieux, après on va retomber dans le doute. Bon voilà, c'est un peu cyclique. C'est ça. Mais des fois ça peut aller très haut et oui, très ouais, bas. ça peut aller très haut et très bas. On essaie. Alors, ce qu'il faut essayer dans ce cas, c'est d'essayer d'osciller moins fort. Ouais. Donc après, il faut d'où le développement personnel, apprendre à se connaître. Si on voit qu'on oscille trop fort, on va aller chercher des solutions. Souvent, la solution, c'est en se connaissant mieux et en se faisant aider si on n'arrive pas à se connaître mieux. Donc ça peut être aller voir des coachs. Moi, je me suis fait pas mal coacher. Discuter sur avec la des pairs. Sur la confiance, les choses comme ça. Sur la confiance alors moi c'était plus c'était quand même plus sur des problématiques marketing de boîte et puis peut-être sur l'aide au business en fait. Ouais, c'était plutôt de l'aide au business, mais de temps en temps je faisais aussi des je suis une grande consommatrice de programmes en ligne et j'en faisais de temps en temps de développement personnel aussi, où j'écoute des podcasts sur la confiance en soi et des fois ça suffit, hein, ça paraît bête, mais après je suis quelqu'un d'assez stable émotionnellement. Mais si on l'est pas, encore une fois, ça s'apprend, ça s'apprivoise. Ouais, non, mais être entouré, je pense que c'est vraiment le truc numéro 1. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour se former en autodidacte ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça peut être un peu aussi l'un ou l'autre. Alors, je dirais, bon, il y a souvent les gens autodidactes sont des personnes curieuses qui ont une soif d'apprendre. Et c'est toujours inassouvi. Enfin, c'est un truc de dingue. Un puits sans fond. Il y a un enthousiasme aussi. Je pense que les autodidactes ont un côté, ont gardé leur âme d'enfant, en fait. Parce que quand je vois ma fille, c'est incroyable. Enfin, les enfants, c'est... En fait, oui, moi, c'est ma source d'inspiration. Hier soir, ma fille, au lit, m'a dit... Je dis, ça s'est bien passé à l'école. Elle m'a dit, oui, maman, j'ai appris des choses aujourd'hui. Je suis trop contente. J'ai dit, mais maman aussi, elle est contente d'apprendre des choses. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, ils absorbent tout, c'est des éponges. Donc ouais, pour être autodidacte, je pense ouais, une curiosité. Et souvent, la curiosité alimente la curiosité, c'est-à-dire que on s'intéresse à un domaine et on fait beaucoup des ponts avec d'autres domaines. Moi, je passe ma vie à ça, à faire des ponts, des rapprochements, des métaphores. Et est-ce que tu arrives à t'organiser? Du coup, je rebondis sur ta question parce que des fois, moi, ça m'arrive aussi, mais j'essaye de m'organiser d'être très carré, de prévoir mes plages horaires et tout, et sauf que des fois, ça dévie parce que du coup, on est tellement curieux qu'on voit quelque chose qui est très intéressant, on se dit, ah, ça, je savais pas comment il fallait faire, alors du coup, et alors, est-ce que c'est
d'après toi, de la procrastination? Est-ce que c'est... J'arrive pas à savoir, moi, si c'est vraiment, mais des fois, il faut vraiment que je me mette des barrières pour rester sur un sujet. Oui, je pense que il y a des deux parce que les autodidactes sont aussi des créatifs. Donc ils vont à la fois absorber et apprendre et souvent redonner, recréer, etc. Moi j'oscille aussi entre les deux parce que comme j'ai eu ma première partie de carrière qui était très gestion de projet, gérer des plannings, gérer des équipes et tout, et bizarrement j'étais très forte à ça vraiment, donc très carré, j'ai un côté aussi très scientifique, très cartésien et tout. Donc, mais j'arrive maintenant. Aujourd'hui, j'ai accepté ces deux parties de moi et j'oscille entre les deux régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, justement, grâce au bullet journal, j'écris tout, je me fais des listes que je raye très consciencieusement régulièrement. Et des fois, je me laisse des espaces de vide et de liberté où je vais plutôt me dire bon bah allez. Aujourd'hui, j'ai fini la tâche principale que je devais faire et du coup, je m'autorise, si je vois une vidéo et que j'en vois une autre qui est suggérée, j'ai le droit de la regarder. Parce que si je m'interdis tout, bon, ça va être compliqué. Donc, j'essaye de faire les deux, en fait. Mais d'être quand même contente de ma journée en me disant, ouais, j'avais quand même un gros objectif, terminer telle tâche et celle-ci c'est fait. Donc, le reste, c'est bon, je peux plus m'autoriser. Un peu comme, je sais pas, en nutrition, tu vois, des fois, t'as le droit de t'autoriser un truc malbouffe ou quoi, tu vois, et ça veut pas dire que t'es tout le temps là-dedans, tu vois. Donc, tu peux avoir une sorte de ligne directrice, un cap, tu sais, t'essaies de manger équilibré, bio, tout ça, machin. Et puis, de temps en temps, hop, tu te fais un petit plaisir. Donc, moi, j'essaie de faire ça, vraiment les deux. Je trouve il faut aimer ce qu'on fait, il faut kiffer sa vie, donc il faut pas tout le temps se mettre des interdits. Je trouve qu'on en a eu beaucoup. Enfin moi j'ai beaucoup. Alors, j'ai pas vécu dans des interdits, mais dans des cadres quand même. Donc maintenant je me laisse un peu plus de souplesse. Je pense que ça a été exacerbé un petit peu la curiosité par le fait que t'aies pris un métier un peu cartésien ou scientifique, enfin très carré. Et du coup maintenant, moi j'ai l'impression des fois pour de vrai que ça explose, que j'ai été une petite cocotte minute qu'on a fermée et maintenant j'ai l'impression que ça boue et que j'ai pas laissé assez peut-être sortir ce côté-là. Donc du coup c'est pour ça que des fois aujourd'hui je me sens un peu submergée par tout ça en fait. Ouais. Moi j'avais un prof. Alors moi j'étais une ancienne enfant timide maladive et j'avais un prof qui me disait ah oui souvent les timides maladives quand ils sortent de leur coquille ça part dans l'extrême inverse et c'est un peu la cata. Mais après on revient à un équilibre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur les oscillations. Je pense que c'est normal. Il y a un moment où je parlais de l'adolescent tout fou. Voilà il y a le truc, ça explose dans tous les sens. Je pense qu'il y a besoin de ça. On passe d'un extrême à l'autre et après, pouf, on revient à l'équilibre. Donc, faut pas trop s'effrayer. Bon, après, faut pas se mettre en danger non plus, mais ouais, faut se laisser un peu de liberté sur ça, je pense. Ouais, non, moi, j'ai pas trop peur de ça parce que je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre et je reviens toujours je pense que c'est une de mes qualités. J'arrive toujours à me recentrer, en fait. C'est-à-dire que même si à un moment je pars en vrille, je vais vouloir tester plein de trucs, blablabla, mais en fait, j'arrive toujours à un moment, pouf, hop, je me recentre. Et si tu devais prodiguer des conseils à des personnes qui souhaiteraient se former en autodidacte ou partir sur une filière peu répandue, tu leur dirais quoi ? Moi, alors, je vais parler de ma façon de faire, parce que j'imagine, moi, j'ai vu justement, comme maintenant que j'enseigne, je vois aussi qu'on n'est pas tous pareils face à la façon d'apprendre. Moi, ce qui marche pour moi, ça va être d'aller piocher un peu partout. Je vais pas trop être à suivre un seul mentor, par exemple, ou une seule personne. Je sais qu'il y en a, ils marchent comme ça. Ils vont, par exemple, avoir un prof qui va vraiment leur donner toute la connaissance, etc. Moi, non, je vais plutôt piocher à droite à gauche. Je vais aussi piocher beaucoup à l'étranger. Donc ça, bon, évidemment, faut pouvoir parler d'autres langues, mais bon, en général, on se débrouille en anglais, on va dire, et du coup, ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Varier les sources d'inspiration. Donc, par exemple, bon, je vais donner mon cas en lettering. Je vais à la fois voir des vidéos, des livres. Je vais faire parfois des stages en présentiel. Des fois, je mixe un peu de tout. Et après, une fois que j'ai aussi bien cerné un domaine, je vais aller m'inspirer d'autres domaines. Par exemple, si je fais du lettering, mais que je regarde les motifs de tissu, ça va m'inspirer. Ou si je regarde la musique, ça va peut-être aussi m'inspirer parce qu'il y a une rythmique
dans la musique que je retrouve moi quand je dessine des lettres. Donc il faut savoir que tout est source d'inspiration pour tout. Et parfois on a vraiment besoin de sortir de son domaine pour y revenir et voir que en fait ce qu'on a chopé ailleurs fonctionne dans son propre domaine. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est échanger avec d'autres personnes, parce qu'on confronte des idées. Il faut pas rester trop dans les mêmes. Au bout d'un moment, quand on devient spécialiste, on va avoir déjà ses propres méthodes, ses propres styles, et puis on va un peu oublier comment on était quand on était débutant et qu'on savait justement piocher à droite à gauche des inspirations. On va peut-être trop se canaliser et rester dans un seul truc. Et quand tu parles d'autres personnes, c'est d'autres personnes dans ce soit dans son domaine, pas forcément. Ouais, pas forcément. De toute façon, quand on est créatif, on arrive à trouver de la création, on arrive à trouver de l'inspiration dans plein de choses en fait. Ouais, j'essaie de me recentrer aussi sur ta question. À chaque fois, je me dis, ok, sa question c'était bien. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à un autodidacte? Je pense que j'ai fait le tour. C'est ça. Hein. C'est trouver différentes sources d'inspiration. Parfois, savoir sortir du cadre, mais connaître quand même ses basiques. Je trouve que c'est intéressant. Tu vois, dans tous les domaines où j'ai été. Je sais pas, moi par exemple j'ai fait de la musique, de la danse, du dessin. Beaucoup de profs disent quand même faut connaître ses classiques, faut connaître, je sais pas, les règles de proportion si tu dessines, ou faut connaître, je sais pas, l'harmonie ou le solfège quand tu fais de la musique. Alors évidemment, les gens qui n'aiment pas ça vont te trouver des contre-exemples. Ils vont dire non, justement être autodidacte, c'est ne pas appliquer forcément ces règles-là. Typiquement en musique, tu peux apprendre sans partition, et c'est vrai. Mais je pense que c'est un tort de se dire qu'il y a que ça, parce qu'en fait on rentre dans un autre monde de règles en fait, de se dire oui moi je refuse les partitions, ok tu te mets dans une nouvelle règle en fait, et les gens qui sont curieux acceptent les autres mondes. Un jazzman va accepter un classique un jazzman. Enfin, moi je trouve que ça se nourrit plus comme ça plutôt que de rester dans un seul truc. Et c'est peut-être la question par laquelle j'aurais dû commencer aussi, mais c'est pourquoi c'est pour toi, c'est quoi un autodidacte aussi? Parce que je vois qu'en parlant avec les gens, il y a beaucoup de flou autour de la question. C'est vrai. De savoir est-ce que si on apprend sur des vidéos ou sur internet, ou est-ce que c'est vraiment autodidacte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de soi et seul, donc selon toi. Mais j'ai l'impression que ça change justement avec ce nouvel accès qu'on a depuis internet à plein de connaissances. Parce que quand j'étais plus jeune, pour moi autodidacte c'était très simple, c'était par exemple t'as fait une école de beaux-arts et t'es artiste, t'es pas autodidacte parce que t'as fait l'école pour, et t'as découvert toi-même comment peindre et tout, t'es autodidacte. Sauf qu'aujourd'hui on a un tel accès à des ressources qui sont plus juste l'école ou l'université ou le cursus, voilà. Maintenant t'as des cursus en ligne justement, donc est-ce que du coup si tu fais un cursus en ligne t'es plus autodidacte parce qu'à la fin t'as un diplôme? Moi j'avais un peu cette impression que si t'avais un diplôme, donc t'avais une sorte de tampon d'une institution qui disait ok, t'as ton diplôme de plombier, t'es pas autodidacte en plomberie. T'as bidouillé des tuyaux, t'es autodidacte. Sauf que si t'as bidouillé des tuyaux en regardant des vidéos YouTube et que le youtubeur c'est un ancien plombier qui t'apprend pareil que ce qu'il a appris dans son école de plomberie, bon tu vois, t'auras peut-être pas le diplôme mais ça marcherait aussi. Donc je pense que les barrières sont moins claires sur ce que c'est un autodidacte. Mais tu vois, quelqu'un qui prend, je reviens alors sur le domaine de la musique, il y a des gens, ils disent voilà, je suis autodidacte en guitare parce que j'ai pas fait le conservatoire ou une école de musique, j'ai juste pris ma guitare, j'ai gratté des cordes, j'ai compris un peu les sons, j'ai écouté de la musique, j'ai essayé de refaire la même chose, je suis autodidacte. Mais là, maintenant, il y a des logiciels de musique pour apprendre la musique, il y a des vidéos YouTube de musique, donc t'as comme un prof en fait. Et du coup, t'es plus autodidacte. Donc ouais, mais je pense que quand même dans l'autodidacte, il y a en fait, dans ce côté auto, c'est-à-dire où tu disais oui, ça vient de soi, il y a quand même cette volonté. C'est quand même un état d'esprit, je dirais, d'être autodidacte. Pour moi, c'est pas la personne très scolaire justement. C'est la personne un peu rebelle, on va dire. Qui va apprendre par elle-même, en confrontant peut-être différents enseignements, justement. Et peut-être aussi qui va des fois plus loin et qui va aussi plus loin des fois que quelqu'un qui va se reposer sur son diplôme, ou c'est pas pour faire polémique ou quoi que ce soit, mais souvent, j'ai eu des discussions avec des personnes sur le sujet, et c'est vrai que
j'ai l'impression... Après, si on a une nature curieuse, je pense qu'on le fait toujours, d'aller plus loin que ce qu'on nous demande, mais souvent, je pense quand même de savoir cet état d'esprit d'autodidacte, comme tu dis, ça permet de, peut-être des fois, approfondir certaines choses qu'on aurait, ou parce qu'on a besoin de se rassurer, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est une impression, hein, c'est pas tout à fait clair dans ma tête, maintenant que je suis en train d'en parler, mais je me suis rendu compte en parlant avec certaines personnes que s'ils ont côtoyé des personnes qui avaient fait tel diplôme ou telle école, ou ils avaient plus tendance à se reposer sur leur laurier, entre guillemets, qu'une personne autodidacte qui a appris par elle-même et qui va essayer justement d'aller plus loin, ou peut-être pour prouver plus de choses, et qui va pas se reposer juste sur un tampon, comme tu disais, sur un papier. Ouais, c'est possible. Non, mais effectivement, il y a cette question d'état d'esprit. C'est un peu comme moi, par exemple, ce que je reproche parfois à la médecine traditionnelle, c'est que les médecins, alors pourtant ils sont censés se former en continu en réalité, parce que ça bouge quand même très vite, comme tout domaine, mais ils vont parfois appliquer, moi je trouve bêtement, ce qu'on leur a appris à l'école de médecine, alors que tout bouge, tout évolue, on voit bien maintenant qu'il y a des connaissances autres, ou des médecines entre guillemets alternatives, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, ça montre qu'il peut effectivement y avoir une sorte de voie un peu toute tracée qui est souvent donnée par des institutions, des écoles, des établissements établis, etc. Oui, parce qu'en plus c'est réglementé, donc de toute façon, il voilà. sera obligé. Mais tu vois, c'est comme, mais alors, si on prend pas la médecine, mais si on reprend la musique, tu vas avoir des musiciens qui ont le droit d'exercer comme prof au conservatoire parce qu'ils ont fait aussi le cursus conservatoire, et d'autres qui sont musiciens autodidactes qui vont être aussi bons et qui vont peut-être même aussi avoir appris par eux-mêmes la musique, mais aussi la pédagogie de la musique, et qui vont peut-être pas avoir le droit d'enseigner la musique. Enfin, c'est curieux. Enfin, pour moi, ça c'est encore notre problème je pense, c'est un problème de société, société française, ou en tout cas, francophone, parce que j'ai parlé aussi avec un Belge et tout. C'est la difficulté aussi qu'on a, par rapport, je pense, aux États-Unis, au Québec ou des choses comme ça, c'est de chercher la validation dans un diplôme aussi, et c'est plus compliqué peut-être ou d'enseigner dans des... C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent à leur compte ou des choses comme ça, pour pouvoir justement rester un autodidacte et pas s'enfermer dans des cases ou qui veulent faire quelque chose mais qui sont limités à cause justement de ce non-diplôme, comme tu disais. Quelqu'un qui veut donner des cours de musique, s'il est bon, il peut pas le faire au conservatoire, mais pourquoi? C'est un peu aberrant comme truc, mais je pense que ça et encore, je pense que c'est en train de changer aussi. Mais je pense que oui, la solution souvent que les gens prennent, c'est l'entrepreneuriat, pour pouvoir faire ce qu'ils peuvent pas faire dans le cadre. Dans le cadre, oui, de métiers classiques ou de boîtes classiques, peut-être. Oui. Mais oui, d'ailleurs, alors si on revient à ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur et la chose à prouver, effectivement, comme en France, on a cette culture du diplôme, je pense qu'un autodidacte va sentir qu'il a plus de choses à prouver. Enfin, moi, en tout cas, tu me demandais si moi j'avais le syndrome de l'imposteur. Bah oui, si tu me mets à côté de quelqu'un qui a fait une école de calligraphie, ou qui en fait depuis 20 ans, voilà, avec les bonnes règles et tout ça, oui, je vais me sentir pas bien. Je vais me dire, ah zut, mais qu'est-ce que je vaux à côté de ça, etc. Et donc, ouais, je pense que c'est valable dans tous les domaines qu'un autodidacte, on va à un moment lui remontrer qu'il est autodidacte, qu'il a peut-être pas à être là, ou mais comme tu dis, les choses changent aussi. Mais est-ce que les autres le montrent, ou est-ce qu'on est assez fort pour se le montrer soi-même? Parce que moi, j'ai pas besoin des autres. Comme tu dis, c'est vrai. Oui, non, c'est sûr. Tu disais la comparaison, c'est exactement ce qui s'est passé là il y a pas longtemps. Je me comparais exactement à des gens qui font des sites internet depuis plus longtemps, qui font du graphisme, qui font des choses comme ça, et c'était dur, c'était super dur. Et en même temps, après, j'étais quand même fière de mon travail. Mais c'est vrai que dès que tu te compares aux autres, moi pour l'instant j'ai personne qui m'a dit quoi que ce soit de négatif. Je sais pas comment je le prendrais, mais j'ai pas besoin des autres en fait. Même moi, c'est dur d'être bienveillant même sur ces choses-là, quoi. C'est tout un travail, comme tu disais. C'est un travail à faire sur soi, mais c'est vrai que la comparaison est dure. Je sais que je comprends ce que tu dis dans la comparaison, et je pensais que, toi, comme tu avais moins de
concurrence, et encore tu dis que c'est en train de changer, mais que c'était plus facile, mais en fait non, c'est jamais facile en fait. On va toujours se comparer à quelqu'un, il suffit même d'une personne en réalité. Après moi je vais me comparer aussi à des personnes pas forcément en France. Hein, donc. Quel type d'élève tu étais? Ton profil d'élève? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, je disais que j'étais une ancienne timide maladive, et en fait ça m'a quand même gâché pas mal mes années à l'école, parce que j'allais à l'école à boule au ventre parce que j'avais peur d'être interrogée, je voulais pas m'exprimer à l'oral. J'ai beaucoup changé depuis, maintenant j'adore ça, m'exprimer. Et du coup, à la fois j'aimais ça, je me rends compte avec le recul que je jouais assez bien le jeu de la bonne élève, c'est-à-dire que j'aimais rapporter des bonnes notes, j'aimais quand même comprendre ce qu'on nous enseignait et aller au bout du truc. Alors j'aimais pas toutes les matières par contre. J'aimais plus, alors moi j'aimais les maths et le français. C'est un peu bizarre parce que des fois on se dit t'as les littéraires puis t'as les matheux, mais en fait j'aimais les maths et le français et les langues, mais j'aimais pas trop l'histoire géo, l'économie, la physique chimie. Donc en fait j'étais pas quelqu'un de très pratico-pratique, j'étais plus dans la tête dans les idées en fait. J'aimais les concepts, j'aimais par exemple, je sais qu'en français j'ai adoré le cours sur les métaphores, je connaissais tout le nom de toutes les métaphores. J'ai aussi fait du latin et du grec et j'adorais ces univers-là. Par exemple, le théâtre grec, c'est resté un peu une passion. Donc ouais, un peu mitigé par rapport à l'école. Je pense que ça me correspondait pas du tout sur l'aspect d'être en communauté comme ça avec plein de gens et où il fallait parler. Et encore, je pense que je suis d'une époque, pardon, j'ai ma voix qui part. Je suis d'une époque où on nous incitait pas tellement à parler à l'oral. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas que je sais pas comment je suis devenue bonne en langue parce que je parlais pas du tout en cours de langue. Je crois qu'aujourd'hui, enfin quand je vois l'éducation aujourd'hui, on incite plus les enfants dès le plus jeune âge à s'exprimer et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que si j'avais pu entre guillemets soigner, corriger, je sais pas comment dire, ma timidité plus tôt. Ça m'aurait aidé pour la suite de mes études. En fait, je vais te dire, j'ai été timide jusqu'à peu près l'école de commerce. C'est l'école de commerce qui m'a débloquée grâce aux oraux et tout ça. D'ailleurs, on se demande même pourquoi j'ai fait une école de commerce, parce que justement, en étant timide, je crois que la prépa HEC, c'était les pires années de ma vie, alors que j'aimais le contenu de ce qu'on nous enseignait, mais pareil, les fameux oraux blancs et tout ça, c'était un cauchemar pour moi, j'avais mal au ventre avant d'y aller. Donc ouais, un peu mitigé par rapport à l'école et aux études. Et je pense que c'est l'école de commerce qui m'a tout débloqué. J'ai adoré le milieu des assos, par exemple. Et ouais, là, ça s'est bien passé. Et toi, du coup? Ouais, je pense qu'on peut dire mitigé aussi. J'ai la période collège qui s'est très bien passée, où j'avais pas de difficultés, j'étais bonne élève, comme tu disais, j'aimais bien ramener de bonnes notes à la maison. Et j'étais pas forcément, ou poussée ou quoi que ce soit. J'ai fait du théâtre une année. Je m'éclatais, j'adorais apprendre des textes et tout. Et par contre, le spectacle, c'était compliqué. J'étais très anxieuse quand même à ce moment-là. J'étais une élève anxieuse qui, chaque fois qu'il y avait des contrôles, était quand même relativement stressée. J'avais souvent mal au ventre quand j'étais petite. Et après, en seconde, première. En première, au lycée, ça commençait à être compliqué. J'arrivais plus à suivre, à appliquer. Comme j'étais bonne élève, je suis partie en bac scientifique. Et j'aimais toutes les matières aussi. Mais autant le sport, le dessin, le français et l'histoire, tout. J'aimais toutes les matières. Vu que j'avais pas de lacunes, en fait, j'ai l'impression que toutes les matières m'apportaient quelque chose. Donc voilà. Jusqu'en troisième, j'avais pas de matière préférée ou pas préférée. Je m'éclatais partout. Et par contre au lycée, ouais, ça a été plus compliqué. J'ai pas réussi à suivre, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bref, c'était compliqué. Et du coup, après, j'ai pas fait de grandes études derrière. J'avais de grandes aspirations, mais j'ai pas fait de grandes études. Mais ouais, assez mitigé, mais j'ai adoré l'école jusqu'en troisième. Pendant que j'étais bonne élève, en fait. Et du coup, tu trouvais que l'enseignement était... Enfin, du coup, après, en partant plus sur... en étant autodidacte et donc en apprenant par toi-même, tu penses que c'est quoi la différence d'approche entre ce qu'on nous enseigne à l'école et quand nous-mêmes, on apprend quelque chose qu'on a choisi? En fait, j'ai l'impression que avec le recul, là, tant que j'apprends, ça me va. Peu importe ce que j'apprends. En fait, c'est ça, c'est fou. C'est que peu importe ce que je vais apprendre, c'est... Et comme tu disais, t'étais très curieuse sur plein d'autres sujets et tout. Et moi, c'est pareil, en fait. C'est à partir du moment
où je nourris cette curiosité, peu importe, j'ai pas forcément de points précis à nourrir, c'est juste la curiosité et apprendre quelque chose. Si j'apprends, ça me va. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas de matière préférée ou de. Ouais. Et alors la seule chose, c'est que aujourd'hui, j'apprends sur ce que j'ai envie, ce que j'ai choisi, mais pour autant, en primaire, j'avais pas l'impression d'avoir qu'on m'imposait d'apprendre. Enfin, c'était juste le fait d'apprendre aussi des choses qui me plaisaient. Ouais. Je me suis pas sentie. Et tu lisais beaucoup quand t'étais... Oui, je lis encore, ouais. Je pense que c'est un point commun, ça aussi, non, chez les autodidactes, de beaucoup lire. J'ai une passion pour les livres, j'ai une passion pour la lecture, pour les mots, pour les lettres, et c'est pareil, j'aimais autant le français que les maths en fait, et j'étais aussi bonne en français qu'en maths, j'avais pas spécialement c'est intéressant de voir que je sais pas si tu vois les livres derrière là qui sont oui. Après c'est spécial. J'ai eu maman dans l'édition, j'ai pas dit, mais d'accord. Les livres, c'est après le rêve ultime ça serait bien sûr d'écrire un livret un peu plus tard ou voilà. Ouais, j'ai déjà des idées. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On est à presque 50 minutes d'enregistrement. Oui, ça passe vite. Ouais, mais c'est tellement passionnant. Mais c'est vrai que ça tire pas mal de sujets. Hein. On a quand même évoqué pas mal de choses entre la reconversion, la pédagogie, enfin l'apprentissage, le fait de se lancer. Parce que oui, ce qui m'avait intéressé, alors ça, on n'en a pas parlé là, mais quand on s'est rencontrés pour parler du podcast, ce qui t'intéressait, c'était être autodidacte, mais pour en faire un métier. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je m'étais jamais posé la question comme ça. Pour moi, c'est juste, on aime apprendre et on apprend. Mais en fait, la question du métier, c'est encore plus fort, je dirais, parce que donc on a déjà parlé du diplôme, donc déjà on l'a pas ce diplôme pour prouver qu'on peut se lancer comme métier. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'avais des passions, par exemple, quand je faisais de la photo, j'arrivais pas à dire je suis photographe, alors que si, pourquoi pas en fait, je fais de la photo, je suis photographe, c'est-à-dire que c'est pas censé, on se met des étiquettes par rapport au métier, mais en fait on est qui on veut, c'est-à-dire que si on a envie de dire je suis, moi par exemple je faisais plein de choses, donc je pouvais dire je suis photographe, je suis chanteuse, tu vois, on se demande pas quand on est maman, on a des enfants, voilà, mais je veux dire on a le droit en fait, c'est bon, donc ok j'apprends, je sais pas si j'apprends. Bon après forcément, j'essaie de trouver des exemples parce qu'en autodidacte, qu'est-ce qu'on apprend? On peut aussi apprendre les langues, on peut apprendre, je sais pas, plein de pratiques diverses et variées. La cuisine, par exemple. Oui. Pas forcément mais même être parent, tu parlais d'être parent, ça c'est le premier truc autodidacte. Ouais, c'est clair. Donc et pourtant voilà, on peut dire je suis parent. Oui, je pense qu'on a tous un fond autodidacte quand même sur certains points, parce que quand tu parles avec des gens, ou soit des gens qui ont retapé leur maison, ils en vivent pas forcément, tu vois, mais ils ont une certaine expérience manuelle. Je pense qu'on est un peu tous autodidactes dans certaines choses, certains points et tout, mais c'est vrai que je voulais axer le podcast sur arriver à développer cette qualité et d'arriver à en faire un métier, une carrière, pouvoir en vivre, mais pas que, parce qu'en fait... je vais aussi interroger des gens, je pense, qui sont soit en train de se lancer, soit qui envisagent qu'ils le font pas à plein temps, et où je vais faire peut-être des hors-séries aussi pour des personnes qui ont développé des aptitudes autres. C'est arriver à vivre de sa passion, en fait, quand c'est quelque chose comme toi de très créatif, parce qu'il y a des choses qui sont un peu moins créatives, et est-ce qu'on peut parler de passion? Je sais pas. C'est encore un autre sujet, je crois. C'est vrai que c'est un bon sujet aussi de voir qu'est-ce qui nous a attiré dans tel ou tel domaine et qui a fait qu'on a creusé au point de devenir bon. En fait, pour moi, c'est ça les étapes. C'est-à-dire que t'aimes quelque chose, tu l'apprends, tu deviens très bon. C'est un peu comme l'ikigai finalement. Tu connais l'ikigai Oui. Parce qu'on dit dans quoi je suis bon et dans quoi les gens me plairaient, qu'est-ce que j'aime faire, ou de quoi le monde a besoin. Et en fait, quand tout se rejoint, ça fait l'ikigai. Et je me dis, alors évidemment, il y en a, ils vont développer une passion à côté de leur métier et aller très très loin, mais ne jamais en vivre ou ne jamais vouloir en faire un métier. Mais n'empêche que c'est quand même un beau parcours et un beau chemin de se dire, je suis capable de, en partant de zéro et juste d'une envie, d'arriver à, je suis tellement bon que je pourrais en réalité en faire un métier et en vivre. Après, c'est si on a envie ou pas, mais on peut aller très loin. Et moi, par exemple, en photo, j'estime avoir un niveau d'un photographe. Enfin, j'étais vraiment photographe. Je faisais des expos, j'ai vendu des photos et tout ça. Donc,
Après, c'est où tu mets, et là revient le syndrome de l'imposteur, où tu mets la barre, enfin le curseur entre je suis professionnelle ou pas. Je vais arrêter là. Je pense que j'enregistrerai la fin parce que, en fait, j'ai pas travaillé mes fins de podcast. Je les ai travaillées pour les jingles, mais je les ai pas travaillées. Donc, est-ce que pour conclure, tu veux dire quelque chose en plus? Est-ce que tu veux rajouter ou c'est bon pour toi? Ouais, si, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien toujours finir sur des messages. Alors, je vais pas appeler ça message inspirant, mais d'espoir ou d'optimisme. J'ai vraiment envie de dire aux gens qui ont, par exemple, j'aime pas entendre cette phrase, j'ai toujours rêvé de apprendre le violon, j'ai toujours, je dis il est jamais trop tard. Enfin, lancez-vous vraiment. J'espère que que les gens qui vont écouter ton podcast se diront qu'il y a 1000 parcours possibles, que tout est toujours possible. Et j'aime tellement ça, ces messages-là optimistes, de se dire ouais, c'est super. Je pense que c'est une belle fin de dire ça. Continuez de rêver et ne vous arrêtez pas. Et lancez-vous dans ce que vous avez envie. Ouais. Si vous avez envie et pas forcément pour devenir professionnel. Si vous avez envie de faire du violon, allez, c'est parti. C'est ça. Ne vous mettez pas de barrière. Vous êtes votre propre barrière. Ne vous laissez pas embarquer dans vos propres barrières. Et c'est possible en autodidacte en plus. Et c'est possible, oui. Super. Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était l'eau de l'autodidacte. À bientôt. Pour la musique que j'ai choisie, le titre Paris la nuit de Virtual Friend.